Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer la gestion catastrophique de l'Union européenne dans cette crise du Covid-19, ou autrement dit, pourquoi dans la crise du Covid-19, l'Union européenne n'est pas le vaccin, mais bien le virus. Et ça, on va le voir à travers différents exemples, que ce soit évidemment la responsabilité de l'Union européenne dans la destruction de l'hôpital public, la responsabilité de l'Union européenne dans la crise des masques, la responsabilité de l'Union européenne dans l'idéologie des frontières ouvertes, l'Union européenne aussi au niveau du scandale du Remdesivir, et évidemment, encore plus d'actualité, le fiasco total de l'Union européenne pour ce qui est de la vaccination. Alors pour ce qui est de l'hôpital public, certains vont dire oui, c'est très éloigné. Mais non, pas du tout, puisque l'Union européenne, à travers la politique d'austérité, les fameuses recommandations qu'elle demande, les grandes orientations des politiques économiques notamment, exige constamment les réductions de dépenses de santé pour les États membres, notamment ceux pour lesquels l'euro est une monnaie surévaluée. Et il y a eu non pas moins de 63 demandes de réduction des dépenses de santé. Et ça a eu une conséquence concrète dans l'hôpital public. En l'occurrence, cette politique et cette vision de la santé de l'Union européenne, c'est une réduction de 100 000 lits d'hôpitaux en 20 ans. Donc quand on nous dit qu'il n'y a pas de politique de la santé de l'Union européenne, si finalement il y en a une, et sa politique c'est la destruction de l'hôpital public, et on le voit, c'est aussi pour ça qu'on doit prendre des mesures très rapidement au niveau français, puisqu'il y a seulement 8000 lits de réanimation, ça fait environ un lit de réanimation pour 8400 personnes, c'est très peu, et donc les services d'urgence sont très rapidement débordés quand il y a des afflux, notamment de patients Covid. Pour ce qui est des masques, c'est la même chose. Certains peuvent dire l'Union européenne finalement est assez éloignée de tout ça. Et quand il y a eu la pénurie de masques au début de la crise du Covid, l'Union européenne ne serait pas pour grand-chose. En réalité, si, d'ailleurs, dans la politique de la santé, d'une manière générale, puisque l'Union européenne a cette idéologie du libre-échange total et de la libre circulation des mouvements de capitaux qui permettent les délocalisations. Et on le voit bien, au niveau des masques, 90% des masques qui sont importés viennent de Chine. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les médicaments, alors que dans les années 80, il y avait encore 80% des matières premières, des principes actifs qui étaient produits sur le continent européen. Maintenant, 80% de ceux-ci sont importés de Chine ou d'Inde. Et donc, quand on parle de souveraineté, on a vu la souveraineté, étant donné que la France ne produit plus ces produits-là, et notamment les masques. À partir du moment où il y a une crise et tout le monde se rue sur les masques et priorise son pays par rapport aux autres, on se retrouve en situation de pénurie. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement avait une communication complètement grotesque en disant que les masques ne servaient à rien. Enfin, vous vous en rappelez, et tout ceci au sein même de l'Union européenne. On n'a pas du tout vu la solidarité européenne dont on nous parle en permanence. Rappelez-vous les vols de masques, les vols de masques de la République tchèque vis-à-vis de l'Italie quand l'Italie était en plein cœur de la crise, ou même la France d'ailleurs qui a détourné des masques qui étaient normalement destinés à la Suède. Et donc il y a eu une guerre totale sur les masques et une faillite de l'Union européenne, à la fois par la perte totale de souveraineté qui est liée à l'Union européenne et aussi par l'absence totale de coopération entre les autres, contrairement à l'idéologie européenne qu'on veut bien nous vendre. Cette idéologie européenne aussi, elle a été, et elle l'est toujours d'ailleurs, parce que ça continue, c'est pas qu'au début de cette crise, au niveau des frontières, qui a aggravé la crise du Covid-19. En particulier maintenant, quand on parle des variants, que ce soit des variants brésiliens, sud-africains ou anglais, ils viennent pas par l'opération du Saint-Esprit. Et si certains nous disaient au gouvernement que le virus n'avait pas de passeport, en l'occurrence, le virus, il se transporte à travers des humains. Et quand vous avez une libre circulation totale dans cette période de crise et que les gens peuvent circuler, ça fait évidemment circuler le virus. Et on l'avait vu d'ailleurs au début de la crise. Rappelez-vous, par idéologie, il n'était pas question de fermer les frontières au sein de l'Union européenne. On avait vu 3000 Turinois, alors que l'Italie était au cœur de cette crise au début, qui étaient venus à Lyon fin février 2020 pour un match de Ligue des Champions, et c'était la même chose environ à la même période. Il y avait 100 000 personnes pour un meeting indépendantiste de Puigdemont, où l'Espagne était aussi au cœur du coronavirus à ce moment-là. Et il y avait 100 000 personnes qui venaient en grande majorité d'Espagne, qui étaient en France. Et donc évidemment, circulation du virus par idéologie pure de l'Union européenne. Et finalement, les frontières
n'ont quasiment pas été fermées. Quand elles l'ont été, c'était plus parce que tous les autres pays avaient déjà fermé. Le gouvernement européiste français était obligé, comme tous les autres avaient fermé, de facto elles étaient fermées. Mais là, on voit que cette crise continue avec les variants. Les gens ont pu continuer de venir. Et il y avait d'abord la grande hypocrisie de ne pas faire de tests du tout pour les gens qui venaient du reste du monde. Et donc, il a été convenu maintenant, parce que l'Union européenne a bien voulu de faire des tests à l'arrivée aux aéroports, il fallait une coordination, une coopération européenne avant de prendre ces décisions. Donc on voit bien l'absurdité de tout ça. Et au sein de l'Union européenne, c'est pareil, le virus et les variants étaient déjà présents et circulent. Et il n'a été décidé que quand il y a eu un accord européen, donc très tardivement, il y a quelques jours seulement, qu'il fallait désormais faire des contrôles et interdire les voyages non essentiels. Mais autant vous dire que le virus a eu le temps largement de circuler, notamment tous les différents variants dont on parlait. Et on a appris, alors que le Portugal interdisait les vols depuis le Brésil pour empêcher justement ce type de variant de venir chez eux, eh bien c'est la même chose. La France, par idéologie des frontières de l'Union européenne, a attendu et attend d'avoir le feu vert et une coordination européenne avant de se décider. Donc tout ceci perd du temps et ne permet pas d'agir efficacement. Donc là aussi, l'Union européenne et cette idéologie totalement et pleinement responsable. Un scandale sanitaire aussi, j'en ai parlé en introduction, le scandale du Remdesivir. Il faut savoir que, alors qu'on ne savait pas du tout l'efficacité de ce médicament, mais que une étude notamment de l'OMS devait être rendue en novembre 2020, l'Union européenne s'est précipitée en octobre pour acheter pour 1 milliard d'euros de doses du Remdesivir. Donc c'est un scandale majeur puisqu'on a appris le 20 novembre, l'étude de l'OMS est tombée, que non seulement le Remdesivir n'était pas efficace contre le Covid-19, mais en plus pouvait aggraver le cas pour certains patients. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'on a appris il y a quelques jours, même hier soir, que la fameuse étude européenne Discovery, qu'on peut renommer Fiascovery, a rendu seulement son verdict, alors que l'OMS l'avait déjà fait avant, son verdict là pour dire effectivement le Remdesivir ne sert à rien. Donc 1 milliard d'euros dépensés par l'Union européenne pour rien. Et enfin, la plus grande partie finalement de cette crise, et ce qui illustre plus non seulement le côté inefficace, inutile, mais en plus nocif de l'Union européenne, c'est évidemment sur la partie de la vaccination, puisqu'on voit bien que l'Union européenne est totalement en retard, et c'est entièrement de la faute de l'Union européenne au niveau de la vaccination. Tous les pays d'ailleurs de l'Union européenne sont dans ce cas-là. Et il y a d'ailleurs des déclarations de présidents de ces laboratoires qui ont fait ces vaccins qui l'expliquent clairement. Le président de Moderna, dans une interview à l'Express, a expliqué lui-même que au départ, au printemps, il négociait avec la France, c'était très avancé tant d'un point de vue logistique, scientifique, etc., pour boucler un accord d'achat. Mais par idéologie, on a voulu faire basculer ça au niveau de l'Union européenne, et du moins l'Union européenne a voulu prendre la main là-dessus, soi-disant pour obtenir de meilleurs prix et autres, et on a vu, et des meilleures quantités, on a vu ce que ça a donné, mais en réalité il explique, le président de Moderna, que alors que les discussions étaient bien avancées au printemps, le dossier a été transmis à l'Union européenne, il ne s'est rien passé en 3 mois, notamment pendant l'été, et l'accord n'a été conclu qu'en novembre, et donc 3 mois après les Anglais, et d'ailleurs le président d'AstraZeneca a dit exactement la même chose, en fait, que l'Union européenne avait 3 mois de retard sur des pays comme justement les États-Unis ou le Royaume-Uni, et ça se voit maintenant dans le déploiement de la vaccination, et c'est absolument catastrophique. Et les erreurs se répètent d'ailleurs, puisque Boris Johnson a annoncé, lui, qu'il avait un accord. L'ironie du sort, c'est que c'est avec un laboratoire français, Valvena, qui va sortir normalement un vaccin d'ici la fin de l'année, un vaccin traditionnel. Et le Royaume-Uni a déjà sécurisé 60 millions de doses. Et en fait, c'est la même chose. L'Union européenne est complètement en retard sur ce dossier-là. Et il va se passer exactement la même chose que pour les autres vaccins, c'est-à-dire un retard colossal dedans. Et ça se reflète dans les chiffres, puisque le Royaume-Uni a une avance absolument énorme sur les autres. Les pays de l'Union européenne ont vacciné à peu près 1% de leur population, donc le Royaume-Uni est déjà à plus de 7%. Et donc on voit bien que alors que l'Union européenne se targuait, c'était mieux de faire ça ensemble, d'être plus efficace, en réalité, la vaccination montre que non seulement l'Union européenne ne sert pas, mais qu'elle est complètement nuisible, et ça donne complètement raison aux Brexiteurs, parce qu'on leur disait tout l'inverse.
vous allez sortir du plan européen de la santé et prendre du retard au niveau de la gestion du coronavirus. Non, ils ont 3 mois d'avance sur le reste des pays et on voit la misère dans laquelle est réduite les pays de l'Union européenne. La France a annoncé aujourd'hui, d'ailleurs juste avant que je tourne cette vidéo, j'ai vu ça, que en fait on allait arrêter de faire les premières doses pour pouvoir donner les deuxièmes doses à ceux qui avaient été déjà vaccinés parce qu'on arrive déjà en pénurie de vaccins. Donc c'est absolument calamiteux et l'Union européenne a une responsabilité écrasante là-dedans. L'Union européenne était une catastrophe depuis le début sur la gestion de la crise. Non seulement l'Union européenne, comme je l'ai dit, mais son idéologie. Donc on voit bien que dans cette crise du Covid-19, l'Union européenne n'est pas le vaccin, mais est au contraire le virus. Et c'est d'ailleurs le cas dans la plupart des sujets. Quand on étudie sérieusement, on voit qu'un pays comme le Royaume-Uni, quand il est libre, qu'il est indépendant, qu'il négocie en fonction de ses intérêts, il est bien plus agile, il y défend mieux ses intérêts et il s'en sort bien mieux. C'est ce que va montrer le Brexit et espérons qu'on reprendra nous aussi le contrôle très bientôt.